La dégradation de l'environnement est l'une des menaces majeures pour notre planète. Et les différents facteurs qui produisent cette dégradation sont nombreux. Il est important de savoir les identifier pour trouver des solutions. Parce que les conséquences de cette dégradation sont énormes. Elles provoquent de nombreuses conséquences comme l'extinction des espèces, la disparition de certaines biodiversités, la perte de la qualité de l'air, la pollution de l'eau, l'érosion du sol, etc. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre magazine Les Rendez-vous de l'Environnement. Dans la rubrique Bon à savoir, nous sommes au cœur de la forêt sacrée de Zikisso, dans le département de Lakota, à 226 km d'Abidjan. Et c'est dans la région du Lodjibois. À Zikisso, à 2 km de cette localité, une forêt sacrée. Ici, c'est de par la protection divine que petit à petit les arbres ont poussé et ont été protégés. Et voici le refuge d'une énorme biodiversité. Chaque organisme, qu'il soit petit ou grand, joue un rôle essentiel. Alors là, une question se pose. Comment la divinité peut-elle contribuer à la restauration de la forêt? Quand la croyance au surnaturel contribue à la préservation du couvert forestier, l'un des exemples les plus parlants en Côte d'Ivoire se situe dans la région du Lodjibois, dans le sud-ouest du pays. Dans le département de Lakota, à quelques encablures de la commune rurale de Zikisso, se trouve la forêt sacrée de Djidji Otekore. Ici, nous sommes ce qu'on appelle en français le lieu sacré. En français, le lieu Ici, c'est un lieu sacré? Voilà. Le lieu du sacré. Donc, chez nous, le mot qui correspond, c'est Djir. Djir. C'est la maison de Dieu. C'est la maison du sacré. Les Français ont reconnu qu'il y a un endroit où le sacré Dieu habite. Donc ils ont appelé ça le lieu sacré, le lieu du sacré. C'est sacré, nous l'appelons Djélé. On l'appelle Lé. Donc Djélé, ça veut dire là où nous sommes connectés. Djélé, ça veut dire là où nous sommes connectés à l'énergie universelle. Un nom emblématique qui met en exergue l'aspect prétentieux de cette forêt noire. Une forêt sacrée pour les autochtones Dida, sortie comme de nulle part, qui intimide tout de suite le visiteur en même temps qu'elle le fascine. Comme toutes les forêts sacrées, Djidji Otekore a son gardien. C'est cet homme. Son nom, Goblé Légou. Comme la forêt qu'il protège, le gardien est aussi mystérieux. Il y a 20 ans, Goblé Légou quittait la France pour son village Niagbameko, répondant à l'appel des génies de la forêt. Pour lui, il n'y a pas de doute, c'est dans cette forêt que se trouve la divinité. Au-delà de l'aspect magico-religieux, la forêt de Zikisso est étonnamment bien conservée. C'est un refuge d'une énorme biodiversité.
Chaque organisme, qu'il soit petit ou grand, joue un rôle essentiel dans la reconstruction de ce monde sauvage et magnifique. Ici, l'on peut rencontrer toutes sortes d'individus, d'animaux et de créatures plus ou moins étranges, avertit le gardien de la forêt sacrée. Mais ce qui est plus visible, c'est la végétation luxuriante. Iroko, Dabema, Framiré, bref, les arbres de toute espèce se côtoient dans un foisonnement inextricable de verdure entourant de grottes et de ruisseaux, ainsi que de somptueuses clairières. Les populations riveraines de la forêt sacrée de Djidji-Otekore vivent en parfaite harmonie spirituelle et physique avec cet écosystème naturel, et pour cause, le génie de la forêt aurait appris la musique aux hommes. Une croyance qui a permis de sauvegarder ce massif forestier encore vierge malgré la pression agricole dans la région, surtout la culture du cacao. Grâce à cette croyance surnaturelle, la forêt sacrée de Djidji-Otekore a encore de beaux jours devant elle. Dans la rubrique Zoom sur, il se nomme professeur Laurent Akéassi, né le 10 août 1931 à Agoville, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, en région Attier. Professeur Laurent Akéassi nous a quittés le 14 janvier 2014 à 82 ans. L'homme était ethnobotaniste et professeur de botanique à l'université d'Abidjan. Surnommé le génie de la brousse, parfois le génie de la nature ou encore le génie de la forêt ivoirienne, ses qualités ont fait de lui l'un des plus grands botanistes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Alors, le professeur Akéassi Laurent, certains l'appellent heureux de la nature. Heureux de la nature. Parce que c'est un homme extraordinaire. C'est un homme hors du commun. En un mot, c'est un phénomène. Parce qu'il a découvert des espèces nouvelles pour la Côte d'Ivoire et nouvelles pour la science. Je crois qu'il y a une douzaine d'espèces comme ça. Et il a dédié certaines des espèces, de ces espèces à des amis, à des hommes de science bien connus. Mais lui-même, on lui a dédié alors des espèces. Cette plante est différente de l'autre. Celle-ci est une espèce nouvelle qui n'avait jamais été décrite. Je l'ai récoltée dans la région de Soubré. Aujourd'hui, la plante a disparu du terrain parce que l'endroit où je l'ai récoltée, l'endroit est devenu des cacaoyères. Alors quand j'ai récolté la plante, je l'ai envoyée en Belgique à un spécialiste de cette famille-là. Et il m'a écrit pour me dire que l'espèce est nouvelle et qu'il veut me la dédier si je suis d'accord. J'ai dit, moi je ne vois pas d'inconvénient. Donc la plante a été décrite et elle m'a été dédiée en 1975 sous le nom de Crotonogynopsis Akéassi de la famille des Euphorbiacées. Durant sa vie professionnelle, professeur Laurent Akéassi a encadré plusieurs thèses de doctorat et est auteur de plusieurs publications. À la retraite, il avait émis l'idée à des étudiants de léguer aux générations futures, dans les meilleures conditions, le fruit de plusieurs décennies de recherche qu'il a consacré à la végétation et à la flore d'Afrique. C'est en 2011 que Laurent Akéassi a transféré son patrimoine personnel dans l'une de ses résidences privées à Yopougon, en Dokwa.
Il venait ainsi de concrétiser ses nombreuses années de réflexion en transformant une résidence familiale en une fondation botanique afin qu'elle serve à toute la communauté scientifique mondiale. 14 janvier 2014, professeur Akéassi a tiré sa révérence. Robert Begremambé est vice-président de l'Association internationale des maires francophones, vice-président de l'Association internationale des villes messagères de la paix, une association reconnue par l'ONU. Retrouvons-le dans la rubrique « Plus loin avec ». Le problème d'inondation à Abidjan provient de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le mode de lotissement qui conduit à la production de terrain. À un moment donné de la vie d'Abidjan, les lotissements étaient initiés par les propriétaires terriens, ce qui est une bonne chose. Mais beaucoup de ces propriétaires terriens et beaucoup d'aménageurs qui servent d'intermédiaires entre les propriétaires terriens et l'administration et les acquéreurs n'ont pas la capacité d'offrir aux populations tous les équipements nécessaires à la stabilisation de l'environnement du point de vue de la pluviométrie. Si bien que quand vous achetez des terrains dans ces lotissements et que la pluie intervient, vous êtes livré à vous-même parce qu'il n'y a pas de réseau d'assainissement pour évacuer l'eau de pluie. Voici le premier élément qui gêne la stabilité environnementale d'Abidjan en matière de pluie. Je peux dire que ça fait environ 20 ans que j'habite ce quartier et ça fait depuis 2018 et cette année que nous connaissons ces problèmes d'inondation. Et avant 2018, on n'avait pas d'inondation dans cette cité et depuis que ces immeubles ont été installés, d'abord lorsqu'il y avait ce chantier qui germait, nous avons attiré l'attention de ceux qui étaient sur les chantiers pour leur dire que c'est le coin de passage d'eau. Et si vous fermez les passages, l'eau va tuer tous les habitants des cités riveraines. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. On a implanté des immeubles et aujourd'hui, nous sommes au 2e dégât. Et je peux estimer de 2018 jusqu'à maintenant, depuis que ces immeubles ont été implantés, je suis à une perte d'environ plus de 60 millions. Je suis à la retraite. Le deuxième élément, c'est la gestion des ordures ménagères. Il est bon que nos parents, les populations, comprennent que les réseaux d'assainissement à ciel ouvert qui existent ne sont pas destinés à recevoir les ordures ménagères. Les déchets solides dans les réseaux d'assainissement diminuent la capacité du réseau à évacuer l'eau de pluie. Donc évidemment, il suffit que la pluie augmente un peu et l'eau déborde. Voici le deuxième élément qui nous gêne. La pluie a commencé vers 11 h. Et c'est 2 heures du temps seulement la pluie a fait, mais il y a eu des dégâts. Le troisième élément, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, il est difficile de vous dire que l'année prochaine, les pluies qui vont tomber sont des pluies qui reviennent tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Parce qu'on peut avoir une pluie de 100 ans l'année prochaine. Parce que toute la prévision météorologique a changé du fait que la couche d'ozone est attaquée et qu'il y a des gaz à effet de serre qui perforent la couche d'ozone. Voici la difficulté que nous avons. La météo a changé. Pour résoudre le problème des inondations à Abidjan, il faut s'attaquer à ces 3 éléments. Moi, je suis en train de négocier avec le ministre Chakba Laurent, chargé des eaux et forêts, pour avoir des réserves forestières qui vont améliorer la biodiversité. Mais surtout avec la BAD qui a décidé de nous aider parce que nous avons négocié cela avec le Fonds mondial de l'environnement
Et la BAD va nous financer pour près de, disons, 90 000 arbres, près d'une centaine de milliers d'arbres à Abidjan. Bientôt, vous allez voir dans toutes les rues d'Abidjan, on va planter plein d'arbres. Mais s'il vous plaît, ne coupez pas les arbres que nous allons planter. C'est pour protéger la population, la santé de la population, le bien-être de la population, pour éviter que la pluie ne vienne dans les désordres dans nos vies. Je demande à mes parents abidjanais d'avoir pitié des Abidjanais, de ne pas jeter les ordures dans les réseaux d'assainissement. Deuxièmement, de ne pas couper les arbres que nous allons planter, mais au contraire de les entretenir parce que l'arbre est un partenaire de l'homme. Et puis troisièmement, d'apprendre cela à nos enfants dès le bas âge. Mesdames et messieurs, à présent la rubrique Planète Info avec Lizzie Yao. Bonsoir Lizzie. Bonsoir Diego de Silva. Alors qu'en est-il exactement du PIDAC? Le PIDAC, il faut le savoir, est le premier programme d'investissement de mise en œuvre du plan d'investissement climat et du plan opérationnel 2016-2024. C'est un projet qui se justifie par la nécessité de promouvoir un développement social durable, protéger les grandes infrastructures hydrauliques construites dans le bassin et les principaux écosystèmes du fleuve Niger, initié par l'autorité du bassin du fleuve Niger. Le programme est exécuté dans les 9 pays membres, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Le PIDAC pour la Côte d'Ivoire est sous la tutelle technique du ministère des Eaux et Forêts. Il est dirigé par le coordonnateur national, le colonel Kwasi Martin. Le PIDAC est financé par plusieurs partenaires techniques et financiers ayant pour agence d'exécution la Banque africaine de développement. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un budget à hauteur de 15,831 milliards de francs CFA. La COP27 s'est tenue en Égypte du 12 au 19 novembre 2022. Un bilan décevant, pourrait-on dire? On pourrait dire que le bilan est décevant si l'on tient compte de certains facteurs. Effectivement, la COP27 s'est terminée le 20 novembre en Égypte avec l'adoption d'un texte sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, texte qualifié d'historique. Cela n'a pas été facile, mais nous avons rempli notre mission. C'est la déclaration de Sameh Choukri, président de la COP27, par ailleurs ministre des Affaires étrangères d'Égypte. C'est au forceps que l'accord a été trouvé le dimanche à l'aube entre les 196 participants présents à la COP27 en Égypte. Mais la déception est grande, il faut le dire, sur les réductions de gaz à effet de serre. Eh bien, les participants ont eu du mal à se mettre d'accord sur le texte final. Celui-ci promet l'établissement de fonds à destination des pays pauvres pour les aider justement à financer les pertes et dommages dus au changement climatique. La France continue d'exporter massivement des pesticides dangereux dont elle ne veut plus dans ses champs. Lisez. Oui, selon un rapport de l'ONG suisse Public Eye et Unearthed, une entité de Greenpeace, rapport révélé par Le Monde et l'AFP. La France continue d'exporter des pesticides interdits, c'est ce que l'on apprend. Selon les deux ONG, la France a autorisé entre janvier et septembre 2022 l'exportation de près de 7500 tonnes de pesticides interdits sur le territoire français. L'une des raisons pointées par le rapport, l'interdiction de l'exportation prévue par la loi Egalim de produits phytosanitaires contenant des substances interdites ne s'applique pas aux substances actives elles-mêmes. Eh bien, pendant les 9 premiers mois de l'année, les autorités françaises ont approuvé 150 demandes d'exportation pour des pesticides interdits en France et dans toute l'Union européenne, et dont le Brésil est, on va dire bien malheureusement, la première destination. Au moins 2253 espèces sont possiblement en péril, et c'est au Canada. Aussi malheureux
873 espèces gravement en péril, 1245 en péril, 40 espèces présumées disparues et 95 autres possiblement disparues. Plus le portrait de la biodiversité au Canada se précise, plus on constate une hausse du nombre d'espèces sauvages qui seraient menacées. C'est ce qui se dégage d'un rapport fédéral publié à quelques jours de l'ouverture de la conférence de l'ONU sur la biodiversité COP15 et qui démontre que la situation de plusieurs milliers d'espèces est toujours méconnue au Canada. Le rapport Espèces sauvages 2020, c'est le nom du rapport Espèces sauvages 2020, qui a nécessité 5 années de travail au total, évalue la situation de 50 534 espèces qu'on trouve au Canada sur les quelques 80 000. Cette évaluation ratisse donc très large. Elle comprend autant les champignons que les mammifères marins, en passant par les insectes, les plantes, les mollusques, les poissons, les oiseaux, les reptiles ou les amphibiens. Malgré la crise, l'efficacité énergétique dans le monde progresse nettement selon l'AIE. Une bonne nouvelle quand même. Oui, l'efficacité énergétique dans le monde a progressé sous la pression de la flambée des prix de l'énergie, a souligné l'Agence internationale de l'énergie AIE dans son rapport annuel sur le sujet. Et c'est ici que prend fin notre rubrique Planète Info. Merci, Lizzie. Merci. Jean-Marie Adiafi, né à Bétier, en Côte d'Ivoire, le 1er janvier 1941 et décédé à Abidjan le 15 novembre 1999, était un écrivain, un cinéaste. Dans son roman La carte d'identité, il écrivait ceci, et je cite, « Rien ne vaut la force de l'amour de l'homme. Pour sa terre, ses forêts, ses fleuves, ses montagnes, ses rochers, ses arbres, ses oiseaux, ses pierres. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre magazine, les rendez-vous de l'environnement. Toute l'équipe de production s'est jointe à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.